Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous revoilà pour une vidéo de Cross Connect. Donc le but de ces vidéos, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, c'est de passer l'information entre les différents pans des différentes communautés, la communauté francophone et la communauté anglophone, dont je suis un petit peu un intermédiaire, on va dire, entre la communauté francophone qui se trouve en Afrique et en Europe, mais également au Canada. Moi, je suis basé au Canada, mais également la communauté anglophone qui est basée entre l'Amérique du Nord, l'Europe avec les UK et naturellement certains pays en Afrique qui parlent également anglais. Euh, donc vous avez pu voir mes vidéos que j'ai pu faire donc auparavant, les 5 preuves de l'existence de Dieu ou de la création de Dieu, les racines du racisme. Également, nous avons pu voir les révolutions françaises et américaines, l'analyse comparative entre les deux, et également la révolution haïtienne. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet qui est un petit peu différent, qui est un petit peu moins historique, qui touche aussi à l'histoire, mais qui est un petit peu plus pragmatique et en liaison avec ce qui se passe dans l'économie, ce qui est l'argent est-il la racine de tous les maux. Donc, ce qu'on va pouvoir voir, c'est regarder en détail certains aspects de qu'est-ce qui explique l'émergence de l'argent et quel impact cela a pu avoir, notamment sur la corruption donc humaine. Donc, vous connaissez un petit peu ce que je fais d'habitude. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours des slides que j'utilise. Ok, donc voilà ce dont nous allons parler durant notre série de vidéos quant à l'argent et est-il est-il la racine de tous les maux? Donc, en première partie, nous parlerons des civilisations anciennes et l'importance des échanges, les origines de la monnaie qui découlent des limites du troc. En partie 2, nous verrons l'émergence de la monnaie marchandise, profiter des biens les plus courants pour faciliter les échanges entre les communautés. En partie 3, l'évolution des pièces de monnaie et de la monnaie standardisée, dépasser les limites de la monnaie marchandise, telles que la qualité, le stockage et la facilitation des échanges entre les communautés ou entre les régions. En partie 4, nous verrons naturellement l'essor de la monnaie papier et du crédit, et on verra une accélération de l'accumulation de richesses par tous les moyens nécessaires. Et on verra l'impact de la corruption par l'argent. Et naturellement, en 5e partie, nous verrons un équilibre dangereux, le système monétaire moderne, un système monétaire contemporain qui met en avant l'accent sur sa complexité, sa propension aux crises et au potentiel d'exploitation des autres. Et en partie 6, nous verrons une conclusion avec une utopie d'une société sans argent. Donc voilà un petit peu quelle sera l'approche que nous aurons dans cette série. Je vous revois tout de suite dans l'introduction. Donc, si on voulait commencer, bon, l'approche qu'on pourrait naturellement avoir, c'est de se dire que l'argent, naturellement, a joué un rôle crucial dans le développement de la civilisation donc occidentale, agissant à la fois comme un catalyseur du progrès, mais aussi comme une source de corruption et d'inégalité. Donc, d'une part, l'argent a été un formidable catalyseur de croissance, la stimulation, l'innovation, le commerce, le développement économique. Il a favorisé la transition un petit peu naturelle vers du Moyen Âge à l'époque moderne et de l'ère industrielle au monde contemporain. Donc, on voit bien que c'est la technologie et l'argent qui ont permis ces transitions relativement longues. Surtout dans une période comme le Moyen Âge, qui est une période un peu où on sort de l'Antiquité avec une richesse et une connaissance très importante, avec le royaume de Sumer, avec la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine, mais il y a une coupure. Il y a une coupure assez sec où il y a plus d'évolution. Il y a une restructuration d'ensemble qui est liée à plusieurs éléments, qui pour moi, je pense que la religion catholique a joué un rôle prépondérant sur le fait qu'il y ait un manque d'évolution vers une nouvelle ère. Donc, en revanche, l'histoire regorge d'exemples illustrant le pouvoir destructeur de l'argent. Cela a alimenté l'esclavage, le racisme, la discrimination et a été utilisé pour justifier l'impérialisme et le colonialisme. Je vous référerai à ma série sur les routes l'anglicisme, les racines du racisme, où je rentre dans le détail sur l'origine du racisme et quel a été l'impact sur naturellement l'économie, mais également l'impérialisme et le colonialisme. Cela entraînera naturellement d'innombrables guerres et d'atrocités que l'on peut voir jusqu'à aujourd'hui.
L'argent a également corrompu les institutions sociales, sapant la sacralité du mariage, favorisant les inégalités entre les hommes et les femmes, en déformant les valeurs des individus et des communautés. Donc on voit bien que l'argent a un effet désastreux. Okay. La recherche de l'argent a souvent entraîné une vision déformée de la valeur humaine, où la richesse et le statut deviennent plus importants que le caractère, la compassion ou l'intelligence. L'argent a été utilisé pour acquérir divers biens, y compris aujourd'hui, on parle de traite d'enfants, de femmes, voire même la dignité humaine, parce que la prostitution, les OnlyFans et autres, on voit que c'est naturellement tout à fait normal, mais c'est un point de vue personnel. L'accumulation d'une richesse excessive a également contribué à l'essor de la sociopathie, de la psychopathie et de notions dérangées de supériorité matérielle, en déterminant que des gens ne sont rien parce qu'ils n'ont pas d'argent et des gens sont quelqu'un parce qu'ils ont de l'argent. Peu importe l'origine de leur richesse. Et je prends en considération ce que disait le président Macron. Il disait que on rentre dans une guerre, on rencontre des gens qui sont quelqu'un et des gens qui ne sont rien. Donc parce que l'argent détermine les gens de bien et les gens la plèbe, les gens qui n'ont pas de quoi sont considérés comme étant absolument rien. Étant donné la puissance destructrice de l'argent, il est légitime de se demander s'il est intrinsèquement maléfique ou s'il s'agit naturellement ou simplement d'un instrument pouvant être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal. L'argent serait-il l'instrument du diable, conçu pour corrompre l'humanité? Est-il envisageable de concevoir une société exempte de l'influence corruptrice de l'argent? Avant l'apparition de la monnaie, les individus avaient recours à un système appelé troc, qui consistait en l'échange direct de biens et de services. Cependant, ce système présentait des limites, car il exigeait une double coïncidence des désirs et des volontés. Les deux parties devaient posséder quelque chose que l'autre partie désirait. Donc, il y avait une limitation à ce niveau-là. Pour remédier à cela, les premières civilisations ont commencé à utiliser certains objets comme moyen d'échange. Ces objets communément appelés monnaie marchandise étaient généralement précieux, résistants et facilement transportables. Des exemples comprennent les animaux d'élevage tels que les bovins, les ovins et également les d'autres ruminants plus petits, on va dire, étaient fréquemment utilisés comme moyen d'échange dans l'ancienne Mésopotamie. Okay. Les métaux précieux tels que l'or et l'argent étaient hautement estimés pour leur valeur et leur conservation et servaient à la fabrication de pièces de monnaie dans l'ancienne Lydie et en Chine. Okay. Les coquillages de Caurie étant utilisés comme monnaie dans nombreuses régions telles que l'Asie et l'Afrique. Okay. Au fil du temps, ces objets ont évolué vers les formes plus standardisées de monnaie, telles que les pièces de monnaie, les billets de banque, que nous allons voir dans les parties 3 et 4. Aujourd'hui, nous disposons d'une diversité de devises numériques et de systèmes de paiement, ce qui étend largement le concept de monnaie qui a évolué vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, numérique. Nous pouvons reconnaître les avantages de l'argent par rapport au troc. Bien que le troc a été le principal mode d'échange pendant de nombreux siècles, il présentait plusieurs inconvénients majeurs. Ce que je disais auparavant, c'est la double coïncidence des besoins. Pour qu'une transaction de troc ait lieu, il est nécessaire que les deux parties possèdent quelque chose que l'autre désire en même temps. Cela conduisait fréquemment à une inefficacité et limitait les opportunités commerciales. La seconde approche étant l'absence de divisibilité. De nombreux biens n'étant pas facilement divisibles, ce qui rendait difficile le commerce en petite quantité. En effet, on peut prendre un exemple, si vous aviez besoin d'une miche de pain, mais que vous ne disposiez que d'une vache à échanger, vous deviez trouver quelqu'un qui souhaitait une vache entière en échange d'une seule miche, ce qui rend l'échange complètement inadéquat en fait. Troisièmement, la difficulté de stockage. Certains biens tels que le bétail ou les denrées périssables s'avéraient complexes à conserver sur de longues périodes, ce qui rendait ardue l'accumulation de richesses ou l'épargne en vue d'achats futurs. Absence de standardisation. Les systèmes de troc souffraient souvent d'un manque de standardisation, rendant difficile la détermination de la juste valeur des biens et des services. En revanche, l'argent aborde ces problématiques. En fournissant un moyen de paiement commun, l'argent agit comme un moyen de paiement universel, permettant aux individus d'échanger n'importe quel bien ou service qu'ils désirent, indépendamment du fait que le vendeur souhaite ce qu'ils ont à offrir.
L'argent étant divisible, l'argent peut être subdivisé en unités plus petites, facilitant ainsi les échanges de biens et de services de valeurs diverses. Étant à la fois durable et portable, l'argent est généralement fabriqué à partir de matériaux résistants et est facile à transporter, ce qui le rend pratique pour le commerce et le stockage. Il offre aussi une réserve de valeur. L'argent peut être épargné et accumulé, permettant aux individus d'acquérir des biens et des services à l'avenir ou de se préparer à d'éventuelles urgences. En résumé, on peut dire que l'argent possède malgré son aspect naturellement corrupteur, l'argent présente plusieurs avantages par rapport au troc, notamment une plus grande efficacité, flexibilité, commodité. Ces avantages ont contribué à la large adoption de l'argent en tant que principal moyen d'échange dans les économies modernes. Et naturellement, dans la partie 5, dans la partie 6, j'aurai une conclusion, je relaterai une utopie d'une société sans argent et quel pourrait être le moteur d'une telle société. Je vous remercie et je vous retrouve dans la partie 1. Ok, donc rebonjour à tous. Donc nous voilà pour la partie 1 de notre histoire de l'argent et l'argent est-il la base de toutes les corruptions. Ok. Donc là on est sur la partie 1. Je vais partager mon écran rapidement pour que vous voyez ce dont nous allons discuter dans quelques instants. Euh, ce que nous allons voir dans la partie 1, c'est les civilisations anciennes et l'importance des échanges. Naturellement, on étudiera le contexte historique et les éléments qui ont conduit au développement de la monnaie dans les premières civilisations. Donc, quand on parle de monnaie, là, on parle de monnaie qui est absolument pas la monnaie qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'est vraiment la logique d'échange et comment on facilite les échanges entre les différentes personnes de l'époque. Ok. Donc, Euh, pour commencer avec ça, on peut commencer par dire que dans l'Antiquité, il y a notamment une civilisation dans une région qu'on appelle la Mésopotamie. C'est une région fertile qui se trouve entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Pour ceux naturellement qui sont chrétiens, ils reconnaîtront le Tigre et l'Euphrate comme étant une base de réflexion d'où serait originaire le jardin d'Éden. Pardon, c'est ce qu'on nous explique dans la Bible, dans la Genèse. On nous donne la référence comme quoi le jardin d'Éden se trouverait entre le Tigre et l'Euphrate. Ok. Donc la région, la Mésopotamie, a vu naître parmi les civilisations les plus anciennes, les plus anciennement connues, notamment le royaume de Sumer. Okay. Bien que les preuves archéologiques suggèrent la présence d'activités humaines dans la région remontant à des centaines de milliers d'années, on parle de 600 000 ans avant Jésus-Christ. Dans, Quand les sociétés mésopotamiennes ont augmenté en taille et en complexité, le commerce et les interactions économiques sont devenus de plus en plus cruciales. Donc, un système basé sur le troc, basé sur les échanges directs de biens et de services, devenait inefficace et contraignant. Le contexte historique qui ont conduit au développement de la monnaie dans les premières civilisations sont basés sur différents points. La première, c'est la révolution agricole, survenue en environ entre 50 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, ont permis la production d'un excédent alimentaire, échangeable contre d'autres biens et services. Il y a aussi l'urbanisation et la spécialisation. Le développement des villes et la spécialisation du travail ont engendré le besoin d'un système d'échange plus efficace pour faciliter le commerce entre différents groupes. Il y a également le commerce à longue distance. Les civilisations mésopotamiennes ont participé à un commerce à longue distance avec d'autres régions, telles que l'Égypte et la vallée de l'Indus, qui a nécessité un moyen plus fiable et pratique d'échanger des biens et des services. Il y a aussi l'avènement des temples et des rois. Donc, l'émergence de temples puissants et de rois dans la société mésopotamienne a engendré le besoin d'un moyen d'échange standardisé pour percevoir les impôts et distribuer les ressources. Donc, on peut naturellement dire que dans l'antique région de la Mésopotamie,
situé encore une fois entre les fleuves Tigre et Euphrate, les prémices de la civilisation ont commencé à se manifester. Les êtres humains qui avaient parcouru les régions depuis des centaines de milliers d'années ont commencé à s'installer et à cultiver les terres fertiles, en apprenant à domestiquer les animaux et cultiver des récoltes. Ils ont généré ces excédents que je disais, donc avec l'amélioration de la production agricole, ils ont généré des excédents qui pouvaient être échangés entre les communautés voisines, mais également permettant un échange avec des civilisations un peu plus lointaines. Le développement des villes et la spécialisation du travail ont davantage alimenté la nécessité d'un système d'échange plus efficace, où le troc devenait une forme de limitation. Les agriculteurs et les artisans, les commerçants se sont retrouvés à échanger des biens et des services de valeurs diverses, et le système de troc qui leur avait bien servi dans des temps plus simples devenait de plus en plus contraignant. Pour favoriser le commerce, les marchands mésopotamiens ont commencé à utiliser certains produits comme moyen d'échange. Ces marchandises appelées monnaie marchandises étaient généralement précieuses, durables et facilement transportables. Il y a des exemples de premières formes de monnaie qu'on peut notamment citer, comme le bétail, les céréales, les métaux précieux. Cependant, la monnaie marchandise avait aussi ses limites. Il était complexe à stocker, à transporter, et sa valeur pouvait varier en fonction de l'offre et de la demande. À mesure que les sociétés mésopotamiennes se sont développées, il est devenu impératif d'avoir recours à une forme de monnaie plus standardisée, plus fiable et plus facilement échangeable. Donc naturellement, c'est ce qui va nous amener dans la partie 2 où nous verrons l'émergence de la monnaie marchandise, quelles sont les méthodologies qui sont appliquées pour trouver le moyen de faciliter et de fluidifier les échanges. Bon, je vous retrouve dans la partie 2. Merci beaucoup.